Mars 2025, une image apparaît quelques instants sur vos écrans, puis disparaît engloutie par le flux. Au sol près de Buga en Colombie, une sphère métallique d'origine inconnue s'est écrasée au sol. Trop parfaite pour un débris, trop étrange pour être ignorée. Un alliage donné pour 3 fois plus résistant que nos métaux militaires. Un bloc sans soudure, sans joint. Des microfibres optiques à l'intérieur. Un poids qui oscille de 2 à 10 kilos selon les mesures. Et une vidéo où l'objet semble réagir au son. Des laboratoires reconnus se penchent dessus. Des experts murmurent « Cet artefact ne devrait pas exister » avec notre niveau de technologie. Et pourtant, quelque chose dans cette histoire vous sera très familier. Comme si, chaque fois on testait jusqu'où vous êtes prêt à regarder avant de détourner vos yeux. La vraie question n'est peut-être pas « Qu'est-ce que la sphère de Buga ?» mais « Pourquoi allez-vous l'oublier si vite ?» Bienvenue à toi, voyageur égaré de la matrice. L'histoire que je vais te raconter a bouleversé tous les curieux qui se sont aventurés ici. Suis-moi, l'aventure commence. En mars 2025, sur une colline de pèlerinage près de Buga en Colombie, quelque chose tombe du ciel. Pas de lumière aveuglante, pas d'explosion spectaculaire, juste un objet métallique, compact, silencieux, qui atterrit au milieu des fidèles, des vendeurs ambulants et de l'indifférence générale du reste du monde. Quelques jours plus tard, une simple vidéo de paysage commence à circuler. À l'origine, ce n'est qu'un panoramique maladroit sur la colline, filmé comme un souvenir de voyage. Mais en arrière-plan, on distingue une forme, une sphère. Au premier regard, elle paraît presque banale, lisse, régulière, parfaitement ronde, le genre d'objet qu'on pourrait prendre pour un élément de décor, un morceau de sculpture religieuse ou un vestige industriel. Mais plus on la regarde, plus on aperçoit quelque chose d'étrange. Ce que personne ne sait encore, à ce moment-là, c'est que cette sphère va déclencher l'une des affaires les plus étranges de ces dernières années et qu'elle va rejouer presque à l'identique une histoire que certains croyaient définitivement oubliée. Bienvenue dans le compteur de l'inconnu. Aujourd'hui, nous allons remonter le fil d'un mystère moderne, la sphère de Buga. Tout commence avec ceux qui s'en approchent les premiers. Les habitants décrivent un objet froid, lisse, sans la moindre aspérité, un métal anormalement dur, impossible à rayer, impossible à entailler, même avec des outils prévus pour marquer l'acier. Quand la sphère est enfin confiée à des techniciens, puis à des laboratoires, les choses deviennent plus troublantes. On parle très vite d'un alliage plusieurs fois plus résistant que certains métaux utilisés dans le domaine militaire, d'une structure monolithique, sans soudure visible, sans joint, traversée de microcanaux et possiblement de fibres optiques plus fines qu'un cheveu humain. Et puis, il y a ce détail qui met tout le monde mal à l'aise, le poids. Mesurée à plusieurs reprises dans des conditions qui se veulent rigoureuses, la sphère semble osciller entre environ 2 kg et près de 10, sans qu'aucune modification visible n'explique cet écart, comme si l'objet refusait de se laisser enfermer dans une valeur fixe. Autour, les témoignages se multiplient. Certains parlent d'un léger bourdonnement à la limite de l'audible. D'autres racontent avoir observé des réactions étranges au son, comme si la sphère vibrait différemment en présence de certaines fréquences. Une séquence devient virale. On y verrait l'objet réagir à un chant religieux, comme s'il entrait en résonance avec la voix humaine. En quelques jours, l'affaire quitte la colline de Buga pour envahir les réseaux sociaux, les plateaux de télévision, les conférences d'ufologie. Sceptiques, croyants, ingénieurs, militaires à la retraite, chacun a son avis, chacun a sa théorie. Et au milieu de ce chaos, une première phrase glaciale commence à circuler dans les rapports préliminaires. Cet artefact, dans son état actuel, ne devrait pas exister avec notre technologie. Passons aux analyses scientifiques.
Très vite, la sphère de Bouga sort du simple cadre des témoignages. Elle passe entre les mains de laboratoires qui disposent d'outils précis. Radiographie au rayon X, spectrométrie, mesure de densité, imagerie interne. À l'extérieur, on parle d'un métal d'une dureté inhabituelle, mais c'est l'intérieur qui intrigue le plus. Les premiers clichés radiographiques montrent une structure qui ne ressemble pas à une simple boule pleine. On distingue des zones de densité différentes, comme si l'objet était organisé en couches, en compartiments, avec un cœur plus dense au centre. Certains rapports mentionnent des canaux internes, extrêmement fins, et des structures qui évoquent des fibres optiques miniatures, des filaments capables en théorie de transporter la lumière ou de l'information. Ce genre d'architecture interne ne ressemble pas à une pièce industrielle banale, et c'est ce décalage entre l'apparente simplicité extérieure et la complexité interne qui va alimenter toutes les hypothèses. Mais un élément surtout va mettre le feu aux poudres. Lors de l'examen minutieux de la surface, des chercheurs repèrent de minuscules ouvertures presque invisibles à l'œil nu. De ces micro-orifices, ils prélèvent une matière organique, une sorte de résine ambrée, comme si l'objet avait suinté quelque chose à un moment de son histoire. Cette résine est soumise à une datation au carbone 14. Résultat approximatif, environ 12 560 ans avant le présent. On se retrouve alors théoriquement à la fin du Pléistocène, pendant le Drias récent, une période de bouleversement climatique majeur. Autrement dit, si cette datation est exacte, la matière organique associée à la sphère est plus ancienne que nos grandes civilisations connues, plus ancienne que les pyramides, plus ancienne que Göbekli Tepe. Bien sûr, les sceptiques objectent immédiatement. On date ici un résidu organique, pas le métal lui-même. Il pourrait s'agir d'une contamination, d'un dépôt naturel ou même d'une falsification. Mais dans le débat public, la nuance disparaît. Ce qui circule, ce qui fait le tour des réseaux, c'est une phrase simplifiée. La sphère de Bouga serait vieille de plus de 12 000 ans. Et à partir de là, le dossier ne va plus jamais vraiment redescendre. Devant ce mélange explosif de données techniques et de zones d'ombre, trois grandes familles d'hypothèses émergent. Première hypothèse, un artefact d'origine extraterrestre. Dans ce scénario, la sphère serait une sonde, un dispositif d'observation, voire un fragment de technologie non humaine. Sa structure interne évoquant des fibres optiques, sa résistance, ses variations de masse apparentes, tout devient un indice d'avance technologique. Deuxième hypothèse, il pourrait très bien s'agir d'un programme militaire ou industriel classifié. La sphère pourrait être un élément de satellite, un dispositif expérimental, un résidu de test qui aurait terminé sa course près de Bouga. Le problème ici, c'est l'absence de revendication officielle et le fait qu'aucune base de données publique ne semble correspondre à cet objet. Troisième hypothèse, un canular sophistiqué ou un malentendu grossi par les réseaux. Entre ces trois pôles, une figure bien connue entre en scène, l'ufologue mexicain Jaime Maussan. Maussan se saisit de l'affaire, présente la sphère dans les émissions, organise ou relaie des analyses, communique sur les premiers résultats. Il met en avant la dureté du matériau, la structure interne complexe, la datation de la résine. Pour une partie du public, c'est un gage de sérieux. Un enquêteur qui a déjà travaillé sur des dizaines de dossiers d'OVNI. Pour d'autres, au contraire, c'est un signal d'alerte. Maussan traîne la réputation de s'enthousiasmer pour des cas qui plus tard se révèlent moins extraordinaires que prévu. Résultat, l'affaire de Bouga se transforme très vite en champ de bataille. D'un côté, ceux qui voient dans ces analyses une confirmation qu'il s'agit d'un objet hors de notre technologie actuelle. De l'autre, ceux qui accusent une mise en scène, une interprétation abusive des données ou des analyses mal contrôlées. Et au milieu, il y a vous. Vous qui recevez des extraits de rapports, des images d'imagerie interne hors contexte, des mots comme carbone 14, alliage avancé, fibre optique.
sans jamais avoir accès à l'intégralité du protocole, ni à une contre-expertise indépendante claire. C'est là que commence quelque chose d'important, la lassitude. Car au fond, ce scénario, vous l'avez déjà vécu. Une découverte surprenante. Des termes techniques impressionnants, ça ne vous dit rien? Des promesses de preuves définitives, puis des débats sans fin où chaque camp accuse l'autre de mauvaise foi. Et au bout du compte, rien de vraiment tranché. Pas de communiqué officiel incontestable, pas de publications scientifiques qui mettent tout le monde d'accord. Pas d'aveux militaires spectaculaires, pas non plus de démonstrations irréfutables de canulars. Juste un glissement lent vers l'oubli. La sphère de Bouga risque de suivre exactement ce chemin. Quelques années d'excitation, puis une place floue dans la mémoire collective, entre deux autres affaires incroyables dont vous ne vous souvenez déjà plus très bien. Et c'est là que l'histoire prend une tournure encore plus troublante. Parce que cette mécanique, cette montée d'espoir suivie d'un épuisement silencieux, elle ne commence pas avec Bouga. En réalité, cette histoire s'est déjà jouée, presque scène par scène, en 1974. Et pour le comprendre, il faut repartir 50 ans en arrière dans une propriété isolée de Floride, chez une famille qui va, malgré elle, devenir le centre d'un des cas les plus étranges de l'ufologie moderne. L'histoire de la sphère des Betts. En mars 1974, bien avant que le mot Bouga n'apparaisse dans les discussions ufologiques, une autre famille de l'autre côté du continent fait une découverte qui va déclencher exactement le même type de spirale. Nous sommes en Floride, sur l'île de Fort George. La famille Betts vient d'acheter une grande propriété, marquée par un récent incendie qui a ravagé une partie du terrain. En inspectant les dégâts, en marchant au milieu des arbres noircis et des débris, ils tombent sur quelque chose qui ne devrait pas être là. Posée au sol, presque intacte au milieu du chaos, se trouve une sphère métallique, environ 20 cm de diamètre, surface lisse, brillante, sans soudure apparente. Trop parfaite pour être un simple caillou, trop étrange pour être un reste évident de machine. Ils la ramènent chez eux, d'abord comme une curiosité, presque comme un objet décoratif. Ils la posent dans le salon, sans se douter que cette sphère va transformer leur maison en laboratoire improvisé et en scène de théâtre mondial. Très vite, la famille remarque des choses étranges. La sphère semble réagir au mouvement. Lorsqu'on la pousse sur le sol, elle ne roule pas toujours dans la direction attendue. Parfois elle s'arrête, hésite, puis elle change de trajectoire, comme si quelque chose à l'intérieur modifiait sa répartition de masse. Certains la voient revenir vers eux après l'avoir envoyée dans une autre direction. D'autres affirment qu'elle contourne certains obstacles, qu'elle semble préférer certains chemins à d'autres. Dans la maison, la nuit, on rapporte des sons, un bourdonnement sourd, intermittent, parfois des vibrations légères comme le plancher lorsque la sphère est posée à un endroit précis. Un détail alimente encore davantage le malaise. À la surface de la sphère, certains observent un symbole très discret, une sorte de forme géométrique gravée que certains décrivent comme un triangle. Très vite, les Betts contactent des journalistes locaux. Les premières photos paraissent dans la presse. Puis la télévision s'en mêle. Les caméras viennent filmer la fameuse sphère qui bouge toute seule dans la maison. À partir de là, la mécanique que vous connaissez déjà se met en place. Des scientifiques, des ingénieurs, des militaires prennent l'affaire très au sérieux. La sphère est confiée à des laboratoires, puis finira même entre les mains de la Navy américaine. Les examens commencent. Radiographie au rayon X, mesure de densité, analyse métallurgique, test de magnétisme. Les rayons X révèlent quelque chose d'inattendu. La sphère n'est pas un simple bloc plein. À l'intérieur, on distingue des zones de densité différentes, comme si elles contenaient un noyau ou plusieurs éléments mobiles, enfermés dans une enveloppe plus épaisse. Les mesures de masse indiquent un poids élevé pour sa taille, suggérant un métal dense.
Certains parlent d'un alliage proche de l'acier inoxydable, d'autres évoquent des caractéristiques qui ne correspondent pas parfaitement aux standards industriels connus. Les récits qui filtrent des laboratoires se mélangent aux spéculations des médias. On parle de dispositifs de surveillance, de technologies avancées, voire d'artefacts extraterrestres tombés du ciel et récupérés par hasard par une famille sans histoire. Pourtant, du côté officiel, une autre version commence à s'imposer. Selon plusieurs experts consultés par la Navy, la sphère ressemble fortement à un composant industriel, une boule de vanne utilisée dans certains systèmes de tuyauterie haute pression. Un objet terrestre fabriqué par l'homme, probablement tombé d'un camion, oublié, déplacé, puis retrouvé par les Blitz après l'incendie. L'explication est simple, presque décevante. Pour les autorités, la sphère des Betts serait une pièce de machinerie, certes intrigante par son comportement apparent, mais parfaitement terrestre. Reste un problème. Cette conclusion officielle ne règle pas totalement les phénomènes observés par la famille. Comment une simple vanne pourrait-elle expliquer les trajectoires intelligentes, les vibrations, les sons, l'impression que l'objet réagit à la musique, aux voix, au déplacement des personnes? Comme pour Bugha, le public se divise. D'un côté, ceux qui s'alignent sur les analyses dites rationnelles, radiographie, composition métallique, identification probable comme pièce industrielle. De l'autre, ceux qui voient dans cette explication un réflexe de minimisation, une volonté de refermer trop vite le dossier. La sphère des Betts devient pendant quelques mois une star médiatique. On en parle dans les journaux, dans les talk-shows, dans les cercles ufologiques. On promet des révélations, des études approfondies, une mise au clair définitive. Puis, plus rien. Les journalistes passent à une autre histoire. La Navy classe le dossier. La famille Betts se tait de plus en plus. L'objet qui devait peut-être changer notre vision du monde devient un cas d'école cité dans quelques livres spécialisés, puis un souvenir flou. D'ailleurs, connaissiez-vous cette histoire ? Encore une fois, découverte, spectaculaire, emballement, jargon technique, figure médiatique, puis un mélange d'explications partielles et de lassitude générale. Et aujourd'hui, en regardant la sphère de Bugha, vous voyez le même schéma se répéter. Dans les deux cas, on trouve une sphère métallique, trop parfaite, et puis elle a une structure interne complexe révélée par imagerie, des phénomènes étranges attribués à l'objet, et aussi l'intervention de scientifiques, de militaires, des termes techniques impressionnants. Une explication terrestre qui n'a convaincu qu'à moitié, et au bout du chemin, l'oubli. Alors, la vraie question n'est peut-être plus que sont exactement la sphère de Bugha ou la sphère des Betts. La vraie question, c'est combien de fois acceptait-on de vivre ce cycle avant de se résigner? Combien de mystères spectaculaires doivent finir dans le tiroir des affaires classés pour que, à force, plus rien ne nous surprenne vraiment? Les sphères de Bugha, des Betts et toutes celles qui viendront après. Le plus important n'est pas de savoir si elles sont extraterrestres, militaires ou industrielles. Peut-être que ce sont des projecteurs tombés de notre propre ciel fabriqué, des objets signes lancés dans notre réalité pour rallumer juste assez longtemps notre curiosité, notre peur, notre espoir, avant que le décor ne se referme, que les lumières se rallument et que tout le monde fasse semblant de n'avoir rien vu. Alors, je vous pose une dernière question. Quand un projecteur tombe à vos pieds, est-ce une preuve que quelque chose existe là-haut ? Ou est-ce simplement la première fissure dans le plafond d'un immense studio que vous n'avez pas encore osé quitter ? Je suis le conteur de l'inconnu et je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle immersion dans les profondeurs de l'inexpliqué.